Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Hey, bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, Q&A, pas trop compliqué. Questions, réponses. Vous posez une question, on demande à Vincent de répondre dans 5 minutes. Il en prend 20, c'est plate, mais c'est pas grave. On l'aime pareil. Mais c'est vrai qu'il faut. Happy summer, motherfucker! Mais c'est vrai qu'il faut se discipliner parce qu'en général, on a tendance à répondre de manière très longue aux questions. Puis il y a quand même eu un bon. 42 questions. Ouais, c'est ça, quand même 42. quand même un bon taux de Shit. participation. Fait que là, comme on avait dit, ce qu'on va faire, c'est que on ralentit les rythmes un peu là, pour les prochaines semaines pour donner du lousse à Vincent. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va comme répondre au plus de questions qu'on peut. Ça va être séparé en 2 podcasts, puis on va sortir ça sur 2 semaines. Donc, cette semaine et la semaine suivante. Donc, on va avoir le même linge pour une bonne raison. C'était la même journée. Fait que, c'est un peu ça. Ouais, Fait que Vincent. moi, je travaille à Québec solidaire, c'est bien connu. Fait que je me lave pas puis je me change pas. Ouais, ben j'ai vu dans un truc qui circulait sur les réseaux sociaux que tu pouvais porter de 30 à 60 fois tes jeans avant de les laver, selon un mouvement green. Ouais, man. Je veux pas voir vos culottes après 30 jours, encore moins 60, parce que d'après moi, c'est un cas pour appeler Calinette. J'ai un ami qui s'appelle Axel Rioux qui m'a déjà fait la joke. Comment tu fais pour cacher le fait que t'as pas changé tes pantalons depuis un mois? Tu chies dans tes bas. Ce gars-là, c'était une légende maintenant. C'était un conservateur, mais ce gars-là, il faisait des calls comme ça, pis t'es toujours comme tabarnak, ça sort de où? C'était lui aussi, à un moment donné, on était dans un camp, on faisait le PEC ensemble, il y avait une tasse, puis la tasse était vraiment sale, puis on était pas capable de la laver. Puis il dit, Chris, tu la tasse de Two Girls, One Cup, tabarnak? Ça, tu sais que ça va finir dans un segment à Radio-Can qui va s'appeler l'humour fécal conservatrice ou de quoi de même. Probablement, parce Ah, que... c'est ça. Ben, ça dépend. ça. Pour moi, t'es correct. Ça faisait déjà 1 minute 15 que le podcast roulait. D'habitude, Nikkei ne se rend pas là. Ah, c'est Lui, ça. d'habitude, il fait sa recherche avec la première minute d'un podcast. Ah, Il c'est dépasse ça, ça, il Ben, abandonne. c'est son staff qui fait la recherche. Ouais, c'est ça. Donc, Vincent, tu as fait un tri dans les questions là, pour en sélectionner un peu, là, parce que les gens ont posé ça à mesure que comment je dirais ça, tu sais, le post a été mis, puis il y en a qui ils ont mis leurs questions directement, mais il y en a d'autres qui en ont mis beaucoup plus tard. Là. Fait que tu avais comme pris des questions un peu à un certain moment. Fait que tu as fait un tri là-dedans, puis on va en prendre d'autres là, au fil. Puis inquiétez-vous pas, je ne le prends pas podcast arrive. personnel quand vous posez des questions financières à Vincent puis vous pensez qu'il y a une réponse comme si j'existais pas. Là. Je le prends pas personnel, ça me dérange pas, c'est correct. Fait en gros, Yann, il le prend personnel. Ouais, c'est fondamentalement ce qu'il est en train de dire, c'est ça. Exact. Donc, il y a même on a même du visuel, imagine-toi. Ben oui, parce que des fois, il y a des réponses qui non, mais t'as-tu peur de te faire prendre ta place par Pierre Desrochers? Il y a un peu pareil. Hein? Ben, pour vrai, non. Mais c'est à cause de Pierre que je fais ça. Il faut quand même l'admettre. Là. C'est à cause de Pierre que j'ai décidé de faire des diapos. Parce que Pierre, ça donne de la vie dans le podcast. Puis à un moment donné, il y a des choses qu'il faut illustrer. Fait que c'est la faute à Pierre, mais en même temps, je me sens pas. Fait que toi, tu as fait une diapo sur la question d'Annie sans écrire la question d'Annie. C'est quand même intéressant. Je vais la lire à voix haute, puis tu vas aller te faire foutre pendant ce temps-là. La question d'Annie, je vais la lire, c'est en voulant discréditer le prétexte du cheap labor, certains économistes affirment avec assurance que le phénomène de délocalisation est plutôt une question d'innovation, partant du principe que pour innover, il faut d'abord libérer du capital et que le cheap labor des pays émergents a tout de même fortement diminué les coûts de production
n'est-ce pas un peu tiré par les cheveux? D'où vient cette assurance? Juste dire que pour les gens qui disent que nos auditeurs, c'est des crétins, c'est rare, je vois une question aussi bien formulée. Parce que c'est quand même. Ben, c'est pas rare, en fait. La plupart des questions du Q&A du trio économique sont non, mais très bien formulées. je voulais dire que c'est rare que je vois des crétins formuler des questions aussi bien, C'est ça, de exact. manière aussi claire que ça. Là. Ben, écoute, même Yann est capable d'en formuler des clairs des fois, puis apparemment, c'est le plus cave de la gang. Bon, c'est ça. Fait que, imagine. Ben écoute, la question d'Annie, je la trouve vraiment bonne. Fait que je vais faire 2 commentaires en réponse à ça. La première, c'est qu'il y a une grosse littérature sur les sweatshops. Parce qu'en gros, c'est ça que les gens pensent quand ils pensent à la délocalisation. C'est toutes les industries manufacturières s'en vont dans des pays en voie de développement parce que le travail est moins cher. Mais le problème, puis ça, c'est une chose que peu de gens vont répondre, c'est mais pourquoi est-ce que toutes les compagnies n'iraient pas dans ces autres pays-là? La raison, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas remplaçables par des travailleurs qui sont moins chers. En fait, pourquoi un travailleur est moins cher à embaucher? Parce qu'il est moins productif. La question, c'est moins productif pour le prix de la chose ou Y, X, Y. C'est pour ça qu'il y a des choses qui s'en vont dans certains pays, notamment, par exemple, le textile. Le textile, c'est une chose que la demande ne change pas massivement. Que tu ne vas pas avoir des gros effets si tu essaies de garder ça dans un pays où la main-d'œuvre est tellement plus dispendieuse parce qu'il y a d'autres utilisations encore plus compétitives de cette main-d'œuvre-là. Il n'y a pas tant d'innovation non plus, là, dans le sens que un T-shirt en 1990 versus 2025, il se ressemble quand même pas mal. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas. L'idée de la délocalisation, c'est que tu vas avoir quelques industries qui vont quitter. Puis ils vont quitter parce qu'il y en a d'autres ici dans notre pays hyper productifs qui veulent embaucher ces travailleurs-là à des salaires plus élevés, tellement plus élevés que les anciennes industries, genre le textile, ne sont pas capables de faire concurrence. Fait que pourquoi le textile quitte ici puis s'en va, disons, au Vietnam? Ben, c'est parce que le travail est tellement plus productif ici que c'est ridicule de l'embaucher pour du textile. La bonne chose à regarder dans ce cas-là, c'est que dans les pays qui obtiennent ces industries qui s'en vont vers elles, est-ce que le niveau de vie augmente? Puis la réponse, c'est oui. En fait, tu regardes dans tous ces pays-là où est-ce qu'il y a des sweatshops. Puis là, ça vient des travaux de Ben Powell, qui était mon collègue de boisson à Texas Tech. Littéralement un collègue de boisson. Presque autant qu'avec notre bon ami, l'ancien député de Longueuil-Saint-Hubert. Comme qui dirait, la boisson, je ne suis pas en boisson, la boisson est en moi. Un peu Denis, là, il y a de la peine. Non, sans compter. Écoute, laissons ça de côté. T'as aucune empathie, man. Zéro empathie. T'es un capitaliste sauvage. Pour les politiciens, j'ai jamais eu de sympathie de ma vie, puis tu le sais très bien. Je ne me gênerai pas du tout. Mais en gros, quand tu regardes, là, parce que là, ici, ce qui est montré, c'est les salaires dans des usines qui ont été critiquées pour être des sweatshops. Puis on compare les salaires à travers le temps, bien, systématiquement, les salaires sont plus élevés maintenant qu'elles l'étaient il y a 10, 15, 20 ans, quand ces industries-là étaient critiquées, en raison du fait que la productivité dans ces pays-là a augmenté, donc les salaires ont augmenté, les revenus ont augmenté, tu as extirpé des gens de la pauvreté. C'est les premiers barreaux de l'échelle. C'est exactement ça. Fait que l'idée de la délocalisation, c'est vraiment parce que dans les pays... Tu n'as plus besoin des premiers barreaux de l'échelle dans ton pays. Exactement. Puis d'autres pays, ça devient important pour eux. Ce qui est plus hot à remarquer, c'est que si tu essaies de regarder combien de temps ça prend, disons, pour le secteur... Puis c'est dur de dire, il y a un chemin de développement, parce que ça, c'est un truc d'étatiste. L'idée qu'il y a un chemin du développement puis une recette magique, il n'y en a pas. Mais mettons qu'on essaie de trouver une mesure plus ou moins acceptable. C'est quoi la différence entre un sweatshop en Asie aujourd'hui et une shop britannique dans la révolution industrielle au début du 17e, 18e? Ils ont généralement de l'air climatisé. Ils ont généralement de l'eau courante. Il y a moins d'accidents de travail. Mais tu comprends ce que je viens de faire comme exercice mental? Oui, tu as bien fait de le faire. On a passé par là. On a passé par là, mais en plus, ce que moi j'allais dire, qui rajoute à ce que toi tu es en train de dire, c'est que, la phase, cet échelon-là sur l'échelle, il est beaucoup moins pénible qu'il l'était pour nous quand on a commencé.
Mais en plus, ça prend beaucoup plus de temps le quitter. Ça prend beaucoup moins de temps le quitter maintenant Ouais, ouais, ouais. que ça l'était avant. Fait que si tu regardes, genre, disons, le temps qu'un pays prend pour passer d'agriculture à manufacturier, de manufacturier à plus service, ben, disons, pour nous, ça a pris à peu près 100 ans. Pour ces pays-là, ça se rapproche plus du 30 à 40. Ah oui. L'exemple, c'est Hong Kong. Hong Kong, Moi, j'allais dire le en... Japon, c'était un peu ça aussi. Là. Ben T'sais, oui, le Japon rappelez-vous, dans aussi. les années 70, là, les trucs du Japon, on disait c'était avant que ce soit la Chine, là, c'était tous les premiers gugus électroniques. Puis les Japonais, en fait, faisaient un peu ce que les Soviétiques faisaient. Ils copiaient des trucs américains. Puis là, tu avais des Ben, variantes, mettons, d'instruments de musique faites au Japon. C'était comme puis à le cette heure, c'est eux autres qui nous montrent ben comment là, les faire du stock. Là. Japonais, ils font plus de cochonneries à bas prix, les Japonais. Là. En tout cas, à ma connaissance, là, ça n'a pas été si long que ça, ce bout-là. Mais on a oublié que le Japon a déjà été ce que la Chine est devenue, puis ce qui s'est transposé après, finalement, l'Indonésie, le Vietnam, puis tout ça. Si je te Ben, dis, écoute, juste nomme-moi pour te... 3 pays dans le monde où est-ce que si tu achètes quelque chose qui est fabriqué là, c'est de la top qualité, tu vas avoir l'Allemagne, tu vas avoir le Japon, puis je suis même pas sûr que tu mets les États-Unis dans les 3 premiers. Là. Hey, écoute, pour te donner une idée, là, juste pour le fun, j'ai été voir Japon cher, partie de l'économie qui est en agriculture. Le Japon, en 1950, là, il est quand même à 30% agricole. Et puis, c'est pas des belles terres, le Japon. Là. Oui, puis aujourd'hui, c'est en bas de 10% à peu près. Fait que, tu sais, c'était pas. Tu sais, la dernière fois que le Québec a été 50% agricole, c'est aussi 1950. Fait que là, tu sais, ça a été. Tu peux passer vite au travers. Fait que ces gestions-là sont pas particulièrement longs. Puis la délocalisation, honnêtement, moi, j'en veux plus. Je vais être bien franc, là. Je veux pas que mes enfants travaillent dans une shop ici. Je veux pas que les enfants des gens qui ont présentement une faible productivité au Vietnam travaillent dans une shop pour 20 ans. Je veux qu'ils puissent quitter le plus rapidement possible. Puis, mais tu sais, peut-être juste une nuance. Quand tu travailles dans une shop au Canada ou au Québec, c'est pas un sweatshop. Non, Ce qu'on veut dire, effectivement. Non, travailler à non. travers d'usines ici, là, il y a un niveau de spécialisation pas mal plus élevé que bien des places. Là. Oui, oui, mais quand je dis shop, je veux dire, je vais reclarifier. Des travaux physiquement étreignants, genre que tu travailles dans des conditions difficiles. Tu sais, que le premier échelon, je veux pas qu'on soit toujours dessus, là. Je veux Non, qu'on c'est ça. continue Ouais, de exact. grimper. Hey, écoutez, j'ai juste une petite plug avant Ouais. qu'on continue. Le livre d'Antoine Bernier, vous l'avez depuis plusieurs semaines qui est plugué dans notre podcast. Ça s'appelle Les leçons du passé, tome 1, Le piège du confort. Pourquoi tome 1? Bien évidemment, il y a 3 tomes qui s'en viennent. Au total, c'est une trilogie, cette affaire-là. Il y a énormément de références au contenu du trio économique à l'intérieur. Il y a des personnages qui sont basés sur le trio économique. Si vous cherchez comme il faut, vous allez trouver un certain Pierre Desrochers au travers, vous allez trouver Vincent, vous allez me trouver également dans le livre. Je me rappelle pas si Frank, tu as une présence, c'est sûr que tu as une présence, je pense. Il y a quelque part quelqu'un, il y a un personnage qui te ressemble, c'est sûr. Fait que c'est J'espère qu'il y a vraiment... le Michelinas intellectuel. Là. Je Je serais sais déçu. pas. Ah, il va falloir que j'y demande. J'ai pas Ouais, c'est demandé ça. si ça Ouais, s'en vient dans les prochains tomes. Je suis pas sûr, mais là, maintenant que tu en parles, peut-être que ça va ouais, faire c'est son peut-être apparition dans le c'est ça. 3e tome. Ça, Exact. ça devrait. C'est quand même une expression que j'ai entendue d'un collègue du dit Michelina intellectuel. C'est un de ses collègues qui utilise cette expression-là. OK, c'est encore C'est mieux. encore mieux. C'est encore, j'adore. Il est reconnu dans sa bassesse par ses collègues. OK, Quand OK. même bien. Ses pairs le reconnaissent. Fait que Antoine Bernier, son livre il est disponible sur Amazon. Je pense qu'il y a un bon moment à passer là-dessus. Moi, je l'adore sérieusement. J'ai la moitié de lu. J'ai vraiment du gros fun. En plus, il y a comme une grosse section de baseball. Antoine est un joueur de baseball. Son premier livre, en fait, qu'il a écrit, c'est l'équipe de baseball qui avait joué avec les Ailes du Québec début des années 2000. C'est un joueur de baseball d'élite, vous comprenez, parce que c'était la meilleure équipe de 17 ans au Québec à cette époque-là. Donc, il y a des gars que je connaissais dans ce livre-là. C'était un livre qui était vraiment bien fait. Antoine passe beaucoup de temps là-dessus. Donc, il vous a produit son premier roman ici. Les leçons du passé, le piège du confort. Je vous invite à l'acheter. C'est un auditeur qui est fidèle et qui a beaucoup de références que vous allez reconnaître dans le trio économique. Ce qui nous amène à la question de Marc-Olivier. Oui. Est-ce que c'est possible et pensez-vous que la cote du Crédit du Canada va baisser avec toutes les dépenses ridicules du PLC? La réponse, c'est oui. Largement parce que les agences de crédit, il y a des gens qui s'inventent des affaires comme quoi que it's made up.
Puis tu as beaucoup de gens qui croient ça, puis j'ai déjà rencontré des journalistes qui croyaient ça, puis qu'il a fallu que je leur explique, en fait. Puis récemment, même, j'ai fait un tweet qui a quand même été étrangement populaire en parlant d'un article historique qui explique qu'en fait, des agences de crédit, de notation du crédit, ça existe depuis toujours. C'est Ouais. juste que les agences qu'on connaît aujourd'hui, c'est les premières à se spécialiser exclusivement dans l'évaluation des risques, comme un intermédiaire qui produit de l'information pour d'autres institutions, de telle sorte que tu n'as pas besoin de te poser trop de questions si tu es un investisseur particulier. Tu n'as pas besoin de dépenser autant pour faire de l'évaluation. Et donc, ils doivent, comme surtout ils sont en compétition l'une avec l'autre, parce qu'il n'y a pas juste une firme de notation de crédit, il y en a plusieurs. Ouais. Il y a Standard & Poor's, il y a Moody's, Moody's. il y a Fitch. Il y en a d'autres, là, c'est ceux qu'on connaît plus, mais comme ils sont en compétition, ils se font compétition sur leur réputation. Fait que, tu sais, s'ils font des fausses évaluations, ça va nulle part. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes, est-ce qu'ils répondent à des choses comme fondamentales, comme le risque de défaut de quelqu'un à Ouais. qui tu prêtes, comme par exemple les gouvernements, si la dette est plus grosse, les risques de défaut augmentent, que tu dois devoir prendre un haircut, que tu vas devoir, tu sais, pas Ouais. recevoir 100% de la pièce. Puis il y a une grosse littérature qui montre que... Juste avant que tu continues, Yann, là, c'est drôle qu'on parle de ça parce que là, au moment où le podcast est sorti, les gens vont l'avoir vu, là, mais je vous le dis à vous autres, là, c'est qu'on en a parlé, moi et Simon Rochelot, à cause du fameux article du Journal de Montréal où il disait selon Standard & Poor's, c'est à cause des baisses d'impôts de Legault s'ils sont décotés. Puis, d'un, tu vas lire le truc, ça dit ça nulle part. C'est pas des jokes. Là. Quand tu lis le document, il parle pas de ça. Et un des points que je trouvais le plus intéressant qu'à peu près aucun média a noté, là, c'est que un de leurs points pour dire qu'ils ne croient pas à. Parce que dans le fond, eux autres, ce qu'ils disent, c'est est-ce que c'est prévisible que le gouvernement revienne à je dirais pas orthodoxie, là, c'est pas ça va être un peu fort, là, mais à une certaine rigueur fiscale. Voici pourquoi on y croit, voici pourquoi on y croit pas. Puis dedans, ils disent quelque chose que ça a l'air anodin dit de même. Mais ça en dit long sur la classe politique, puis la vision que les agences de notation ont de la politique, à mon avis, est la bonne. Et essentiellement, le Québec est décoté. Pourquoi? Parce que ça arrive au moment où il y a une élection l'année prochaine. C'est carrément dit dedans que, dans le fond, ils savent que comme on s'en va en élection, qu'en élection, ils vont garrocher de l'argent partout, promettant des 500$ au monde, puis des 2000, en vertu de ce qu'on a vu dans le passé. Donc, ils ne croient pas quand le ministre dit oui, on va faire un examen des crédits, on va essayer de limiter les dépenses. Il ne le croit pas, essentiellement parce que quand tu regardes l'histoire récente, quand les partis vont en élection, ils promettent systématiquement des hausses de dépenses. Moi, je vais te montrer un petit graphique à l'écran. C'est présentement tous les taux d'intérêt qui sont dans le monde. Fait qu'on regarde des obligations d'une certaine durée, probablement à 10 ans dans ce graphique-là. Tu vois, présentement au Canada, c'est 3,2 %. En Amérique, c'est 4,5 %. On s'en va au Brésil, 13,9 %. La Chine, 15,7 %. Australie, 4,5 %. Il y a un pays ici qui est à 31,9 Yann, la Chine, ça dit 1,7. Excuse. Russie, tu veux dire Russie. Ouais, Russie. Ah, c'est Russie, excuse. Ouais, je me suis trompé de pays. C'était juste 1,7, exactement. Il y en a un à 31,9 ici, ça se trouve à être la Turquie. La Turquie, ça chie dans la pelle présentement. Là. 31 %, là, c'est des chiffres que la Grèce avait au pire de la crise de 2010 à peu près. Même 31 %, c'est que tu prends pour acquis qu'ils vont faire défaut presque. Je suis même pas sûr que la Grèce t'ait rendu aussi loin que 31 %, man. Du 30 %, ça me dit quelque chose, pour vrai. Là. Ouais, ben quand tu dépasses, by the way, pour les gens, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui le savent, mais il y en a qui le savent peut-être pas, mais généralement, quand ton taux d'intérêt est aussi élevé, c'est parce que tu as une shit tonne d'inflation qui se passe. Il y a ça où le risque de défaut est très grand. C'est que rendu là, c'est des junk bonds. C'est le terme dans le milieu. C'est que les investisseurs qui sont prêts à investir puis à en acheter, mettons que l'obligation te donnait 100 000 $. Tu as payé l'obligation 100 000 $, elle donnait 4 % d'intérêt pendant 10 ans, puis à la fin du 10 ans, on te redonnait 100 000 $. C'était ça la promesse. Ben, tu n'es tellement pas confiant que tu vas te faire rembourser 100 000 $ à la fin que tu dis à un investisseur, écoute, tu veux que j'achète ton obligation qui me garantit 100 000 $ dans 5 ans, parce qu'elle a roulé pendant un temps, là, il reste 5 ans à l'obligation. Tu veux que je l'achète? Pas de problème. Je vais payer 40 000 $ pour. Donc, je te donne 40 000 $.
Puis, Mais tu me dois les intérêts sur le 100 ouais, 000. mais les intérêts sont même pas pertinents rendus là parce que tu ramasses les coupons de 4 jusqu'à la fin. Et à la fin, on te redonne ton 100 000 puis tu l'as payé 40 000. Mais implicitement, c'est avec ça qu'on calcule le taux d'intérêt implicite. Ouais. C'est le taux d'intérêt que vous voyez à l'écran. Fait que le prix de l'obligation baisse, il baisse dramatiquement. Puis quand le prix baisse, ça fait augmenter le taux d'intérêt. Ouais. Ça, c'est la relation des obligations. Puis les décotes, le problème qu'on a avec les décotes, c'est que c'est vu comme une science infuse, alors que c'est pas vraiment un réflexe de marché. C'est vraiment plus des firmes qui donnent leur avis. Le seul impact que les décotes ont sur les marchés financiers pour de vrai, c'est au niveau des entreprises financières comme les assureurs ou les compagnies d'assurance ou les banques qui possèdent des obligations d'une certaine qualité de crédit. Le problème que tu vas avoir, c'est que dépassé un certain seuil, ils n'obtiennent plus la permission de détenir ces actifs-là ou encore, ils doivent mettre plus de capital de côté. Nous autres, ça c'est un des calculs actuariels que je faisais dans la compagnie que je travaillais avant. Là. Si on détenait un certain portefeuille d'obligations du Québec, par exemple, ou d'Hydro-Québec, si jamais il y avait une décote, le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait garder plus de capital de côté pour le risque financier que ça représentait. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose qui est vraiment un exemple de ce qu'on parle souvent sur la dynamique de l'intervention de l'État. Parce que tu as eu plein de règles. Je ne sais pas à quel point, je ne connais pas les détails de la réglementation pour le Québec là-dessus, mais il y a des places que tu es obligé, puis historiquement, par exemple, les États-Unis avaient ça, il fallait que tu aies un certain pourcentage directement en bons du trésor dans tes actifs. C'était comme obligé. Ça, on n'a plus ça au Canada. OK, good. C'est parce que ça, c'était stupide historiquement, mais ça fait en sorte que chaque fois que le gouvernement se détériore, toutes les firmes sont obligées de se détériorer aussi. Non, mais les réglementations au niveau des assureurs, là, de manière que ça va fonctionner, c'est que tu prends une certaine quantité de risques comme assureur avec des assurances vie que tu as émis, des trucs comme ça. Puis, tu fais une analyse de capital. Est-ce que tu as suffisamment de capital de côté pour le risque que tu as pris? Et dans l'analyse du risque, ton portefeuille d'actifs, les obligations que tu as achetées, ils sont mesurés. Donc, tu dois détenir une certaine quantité de capital pour chaque type d'actif que tu as. Quand c'est du AAA, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'actifs de côté pour détenir du AAA. Quand c'est du AA, tu as besoin d'un petit peu plus d'actifs. Quand c'est du 2B, tu as besoin d'un petit peu plus d'actifs. Quand c'est du A, tu as vraiment besoin de plus d'actifs. Tu approches de la catégorie junk bonds. Fait que là, pour détenir des junk bonds, je veux dire, c'est tellement un risque élevé que les assureurs veulent presque pas en avoir dans leur portefeuille, généralement. Je peux comprendre pourquoi. Ben, c'est parce qu'on veut qu'il reste en santé financière. Je veux dire, tu payes des primes d'assurance à quelqu'un qui va te payer 50 ans plus tard quand tu vas mourir. Ce serait le fun que la compagnie existe encore 50 ans plus tard. Ou que du moins ses actifs soient dans une autre compagnie suite à une fusion. C'est ça. C'est comme si les compagnies d'assurance étaient bonnes pour gérer les risques. Ah, ça va pas pire. Spécial. Mais si on revient... C'est comme si le marché découvrait des solutions à des problèmes complexes. Si on revient à la question là, de... Je suis pas capable de faire du logo, mais j'ai essayé de dire... Ben, ce que ça veut dire, si je reviens avec la question tout ça, ben, l'impact que ça peut avoir, c'est s'il y a une décote puis que les assureurs sont obligés de se départir d'une partie des obligations qu'ils ont parce qu'il y a eu cette décote-là, ben, ça nuit à la demande. Fait que si ça nuit à la demande, tout est une question d'offre et de demande. Donc, si la demande baisse avec la même offre, la demande baisse, ben, le prix augmente. Le prix diminue, je veux dire. Si le prix diminue, le taux d'intérêt augmente. Fait que les gouvernements, pour être sûrs de passer leurs obligations, ils sont obligés d'offrir des meilleurs taux d'intérêt de leur côté. Ben, tu vois quand même ça, même si, mettons, parce que quand le milieu de ma phrase a interrompu le début de la tienne, j'allais dire que les interventions du gouvernement, là, c'était une intervention ici, là, dans l'exemple que je donnais avec la réglementation, mais ici, tu vois comment est-ce que le gouvernement peut déstabiliser l'économie plus qu'il est capable de la stabiliser. Parce que s'il fait des dettes comme ça, puis que tu as toutes les autres firmes qui sont liées, pas parce qu'ils sont réglementés à le faire, mais parce qu'ils ont besoin d'avoir des titres plus stables. Puis généralement, les gouvernements ont moins de variance dans leur taux, puis ils sont plus stables. Bien là, ce que tu es en train de faire, c'est que le gouvernement ajoute des risques avec ses comportements qui vont avoir des oscillations dans le reste de l'économie. Fait que tu sais, quand on dit là, ici, arrêtez de vouloir ajouter des nouvelles interventions de l'État à toutes les sauces, c'est parce que il y a peu de gens qui vont être capables de dire
hey, s'il y a une décote parce qu'on emprunte trop, ça pourrait affecter des compagnies d'assurance ou des certains types de fonds de placement. Je te garantis qu'il n'y a personne, même au ministère des Finances, qui a cette conversation-là avec le ministre, même entre eux autres comme fonctionnaires. Non, ben, ça revient un peu aussi à ce qu'on dit depuis presque depuis le début du podcast, la fameuse notion des contre-pouvoirs. Les agences de notation, bien que c'est pas leur but, tu sais, si tu lis leur statut, c'est pas écrit ça dedans. Là. Nous voyons comme un contre-pouvoir à l'expansion infinie de l'État, mais de facto, c'est ce que c'est. Ouais. Tu sais, Ouais, ben, d'avoir des institutions comme ça qui disent à un moment donné, ben, nous autres, on fait pas de politique, faites ce que vous voulez. Par contre, on analyse les plans de retour à l'équilibre budgétaire, on analyse les comportements, les budgets des pays et on émet des avis par rapport à ça. Puis, ben, ça a un effet. Là, C'est pour ça que c'est plus intéressant de suivre les taux d'intérêt que les agences de notation pour savoir si un pays va dans la bonne direction ou pas, parce que ça, c'est mouvement instantané en temps réel. À toutes les fois que Donald Trump fait quelque chose par rapport aux tarifs, on voit les taux d'obligation de ouais, 10 ans et 30 ans bouger. je ferais quand même une petite Mais les agences de notation, leur avantage, c'est qu'eux autres vont avoir un impact plus à long terme quand ils bougent leur notation. ouais. Fait qu'il faut en tenir compte. Je pense que c'est plus important de tenir compte des taux d'intérêt, mais il faut quand même tenir compte des agences de notation parce qu'ils ont un impact. Les agences de notation ont surtout un impact sur l'investissement direct. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs firmes, si tu as des investissements qui vont durer 10, 20, 30 ans, puis surtout des investissements avec des choses qui sont super fixes, comme je suis une compagnie disons, de téléphone, puis je dois installer un paquet d'infrastructures. J'ai besoin que les conditions fiscales soient bonnes sur un bon horizon de temps pour faire un investissement qui a une maturité aussi loin dans l'avenir, avec des coûts initiaux, ou une mine aussi. Je ne suis pas pour faire des affaires comme ça, des investissements aussi importants initiaux qui vont avoir maturité dans 10 ans. Si dans 10 ans, le gouvernement peut se retrouver en faillite, puis qu'il y a une guerre civile, j'exagère, ou même que le gouvernement décide de déposséder ou de nationaliser. Fait que ça a des effets aussi indirectement sur des gens qui ne sont pas spécialistes de la gestion de risque, mais qui se servent de ça comme une information. Là, ça a un effet. Mais de mémoire, des codes AAA là, pour la dette, le Canada en faisait partie. Je pense qu'il en fait encore partie. Mais il restait genre 7-8 pays avec une cote AAA. Là. Il n'y en avait plus beaucoup. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, les 3 articles que je mets là pour Marc-Olivier, c'est les agences de notation, ils ne répondent pas juste au déficit en passant. Ils répondent vraiment à un paquet d'informations, notamment sur des politiques de côté de l'offre, la réglementation, la taxation, le commerce international. Puis quand tu regardes des indices qui mesurent l'environnement des politiques dans l'ensemble, donc les indices de liberté économique, qui incluent les droits de propriété, qui incluent les réglementations, qui incluent le fitzgibbonisme, qui incluent toutes les choses que normalement, tu sais, la masse salariale des employés de l'État, c'était écrit noir sur blanc dans le truc de Standard & Poor's pour le Québec, l'augmentation quand même drastique de la masse salariale au niveau du gouvernement a été pris en compte là-dedans. Les pays qui vous restent en AAA présentement, vous avez l'Allemagne, l'Australie, le Canada, Danemark, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Singapour, Suède et Suisse. Les États-Unis, ça fait quelques années qu'ils sont plus AAA. Juste pour mettre un des chiffres en tête, là, quand tu regardes, si tu veux dire c'est quoi l'effet des politiques publiques, l'indice des libertés économiques est entre 0 et 10. Bien, si tu prends les données, l'effet d'un changement équivalent en écart type, là, pour simplifier, il est comparable sur l'indice des libertés économiques à celui du taux de chômage. Donc, ou du revenu par État. Fait que si, mettons, tu as une récession, c'est la même chose en termes d'effet sur les bond ratings que si tu réduis la liberté économique d'un écart type. C'est quand même assez gros. Ça veut dire que tu compares ça, tu trouves que le chômage, c'est important comme variable, la liberté économique est tout aussi importante. Les États-Unis ont perdu leur AAA en 2011 avec S&P et en 2023 avec Fitch. Et il reste Moody's qui ont encore AAA pour les États-Unis, mais avec perspective négative présentement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des avis qui sont émis. Puis... Le Canada, on est à Moody's AAA, perspective stable. S&P AAA, perspective stable. Et toutes les autres agences sont à AAA, perspective stable. Il y a juste Fitch qui nous met à AA+, perspective stable, autrement dit. By the way, puis on va passer à la question de Vic Pat, qui est la prochaine
30 secondes, là. Mais dans le rapport de Standard & Poor's, dans l'avis qui a été émis, on dit clairement dedans que le Québec s'en va vers une autre décote. Et on prend l'exemple du BC qui en a eu 4 consécutives. Là. Shit. On veut pas ça, là. C'est pas bon, là. Historiquement, Bon. en plus, les But premiers wait, ministres... there's more. Historiquement, les premiers ministres québécois, toutes les fois qu'on se faisait menacer de décote, c'était là qu'ils ont fait les moves les plus drastiques. Le 20% de René Lévesque de coupe sur les salaires de mémoire, c'était lié avec une Je décote. pense que oui. Je me souviens. J'ai pas. La fausse rencontre avec Gary Bettman à New York, il y a une couple d'années, c'était lié à une décote potentielle. Mais généralement, quand il y a une menace de décote qui plane sur le Québec, il y a des rencontres qui se font à New York. Là. Les gens paniquent un peu. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit les plus gros changements. Tu sais, je me demande, quand on avait mis le plan Bouchard, là, des infirmières à la retraite puis des professeurs à la retraite massivement, je me demande si c'était pas lié encore une fois à des menaces de décote. Ben, d'une manière ou d'une autre, oui, parce que c'était dans le plan de retour à des fameux déficits zéro. Là. Exact. Donc, Vic Pat, Vincent, je vois apparaître Bad Politician à l'écran. Ça forme d'excitation quand même. Écoute, ils le sont tous. Vic Pat demande, les politiciens ont normalement fait leur cours d'économie dans un programme de sciences humaines / sociales. L'ont-ils oublié ou font-ils exprès de faire absolument le contraire de ce qu'ils ont appris? J'ai fait un cours de micro et de macro, puis je trouve que ça n'a pas de sens des fois. Écoute, la seule réponse que je peux te donner à ça, c'est que ceux qui ont appris de quoi dans leur cours, c'était ceux qui étaient capables de ne pas être politiciens. Parce que, puis je crois fondamentalement que, puis il y a une vieille phrase qui dit la politique, là je vais le dire en anglais, mais it brings out the worst in people and it brings out the worst people. Ça change les comportements de ceux qui y vont par idéalisme. Fait que tu vas en voir beaucoup qui commencent avec des motifs très idéaux, mais qu'après, ils sont obligés, les incitations du jeu leur font comporter de manière qu'eux-mêmes n'auraient pas imaginé avant. Mais après ça, il faut que tu penses qu'il y a des gens qui sont attirés vers la politique pour pas les bonnes raisons. Puis en politique, l'intellect, c'est pas quelque chose d'important. C'est pas aussi important que ce que les gens pensent. Ce qui est beaucoup plus important en politique, c'est soit l'intelligence stratégique, donc la capacité de farmer ta gueule, puis de ne pas te faire des ennemis inutilement, mais ça n'a aucun lien avec une intelligence analytique ou une capacité à faire des prédictions. En fait, c'est beaucoup plus une intuition souvent qu'autrement. Fait que ça donne pas vraiment grand-chose. Puis l'article que je mets là, c'est un des articles que moi, j'adore le plus. C'est une théorie de pourquoi les politiciens, une théorie de la qualité des politiciens. Puis le point qu'il donne, c'est que si tu t'imagines que les citoyens ont différents types d'avantages, ben, ceux qui sont de faible qualité sur le plan, disons, intellectuel, mais qui ont une capacité de l'intuition que je mentionne, qui sont très intuitifs politiquement, ils ont un avantage comparatif à choisir la vie politique parce que leur salaire qu'ils auraient sur le marché pour la partie non intuitive, donc l'intelligence analytique, l'intelligence cognitive pure, les talents fondamentaux, la compétence, là, en gros, ben, leur salaire serait plus bas que les high quality citizens, dans le résumé que je fais. Donc, ils ont une incitation à aller en politique. Parce que mais Legault était multimillionnaire, mais ça. Oui, mais j'ai dit toutes choses étant égales par ailleurs. S'il était plus compétent que ça dans d'autres choses, peut-être qu'il serait multimilliardaire. Fait que tu sais, il faut que tu le compares à son comparable. Puis le point, c'est que tu as deux distributions qui existent. Tu as une distribution que ses rendements sur le marché est plus basse que les autres et qu'une autre distribution qui ne fait pas de politique. Mais par contre, les rendements politiques sont l'inverse. Tu déplaces les deux distributions. Ah, ben là, c'est là que je m'en allais, juste parce que, tu sais, j'aime beaucoup Vic Pat, là, fait que prends-le pas mal ce que je vais dire là, Vic, là, mais je pense que la question présuppose que le but d'un politicien, c'est de faire les bonnes choses, comme pour le bien commun de manière abstraite. Puis, tu sais, on l'avait vu quand on parlait de Jean-Luc Miguet, c'est un peu ça qu'il expliquait dans la petite clip qu'on avait mis, tu sais, que le politicien, l'entrepreneur politique, là, celui qui rentre dans le monde politique avec des visées et tout ça, son but premier, c'est son avantage à lui. Là.
C'est Ben, écoute, pas un agenda de bien commun absolu. Pas tout la, le la- monde. la Je parle nuance que je vais apporter, les gars, ça va être la suivante. C'est que j'en ai connu des politiciens de qualité, mais c'était ceux-là qui n'avaient pas de visée au poste en haut. Là. Ouais, mais c'est Ah, ben aussi voilà. qu'à un Non, moment mais, donné, non, mais vous c'est une comprenez ce que je affaire veux de, dire? c'est une C'est que... affaire de queue, Yann. C'est les queues de la Non, distribution. non, je sais, ben, les outliers, ça existe, ça, je comprends l'idée. Mais je veux dire, on a connu. Puis je pense que tu vois plus ça dans les politiques municipales, mais pas de la ville de Québec ou de la ville de Montréal ou de la ville de Lévis même. Tu sais, vraiment des petites municipalités. Tu as connu des politiciens qui faisaient ça réellement pour les bonnes raisons. Puis la raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de visée nationale à ça. Mais Je suis tu sais, pas si. d'accord avec toi. Non, non, mais Je pense que tu as un biais d'observation. Tu vois ceux qui non, mais te dérangent moins. non, je te dis pas que d'une manière générale, les politiciens sont pas comme ça. Je sais qu'ils sont généralement comme ça. Je te dis qu'il y en a qui font la job pour les bonnes raisons, mais ils ont tous la même caractéristique, ceux qui le font pour les bonnes raisons. Ils veulent pas la chaise en haut. Ils veulent pas Fair la. enough. Fair enough. Le conseiller veut pas la chaise du maire. Le maire veut pas devenir préfet. C'est aussi probablement que si on testait quelque chose, puis ça serait un test empirique, si je pouvais mesurer ces aspects-là plus clairement, parce que le modèle ici, c'est un modèle, mais si on pouvait mesurer, disons, le degré de soif de pouvoir, mettons. C'est ça, exact. Ceux que tu mentionnes scoreraient très bas sur ça. Et c'est probablement ceux aussi qu'une fois qu'ils sont Leur job tannés est fait. ou qui sont juste tannés de s'ostiner avec tout le monde, ils s'en vont. C'est ça. ceux qui vont faire un mandat puis qui vont dire ah, sais-tu quoi, j'ai pas envie de m'ostiner avec ce monde-là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de municipalités où est-ce que tu connais des gens, où est-ce qu'ils l'ont fait pour les bonnes raisons. Puis je pense que même dans les partis politiques provinciaux, tu vas trouver des députés d'arrière-ban qui étaient là vraiment pour les bonnes raisons, puis qui ont toujours été corrects avec leurs citoyens, tout ça. Mais tu sais, tu le sens, ils n'ont pas de visée à devenir ministre, ils n'ont pas de visée à devenir un jour premier ministrable. Là, tu sais. Mais dans le. Parce que pour arriver à la chaise en haut, là, il faut que tu aies fait des compromissions sur tes principes absolument hallucinantes. Là. Ouais, si tu veux devenir premier ministre, si un député veut devenir premier ministre, ce gars-là, il est prêt à tout. Là. Mais il y a une autre affaire aussi qui est importante, c'est que les politiciens qui sont dans le jeu, ils créent des externalités négatives pour ceux qui seraient les meilleurs dans la game. Parce que tu as beaucoup de bruit qui se fait. Fait que c'est plus difficile de les identifier. Mais aussi ceux qui, disons, ont un talent cognitif qui serait capable de. Ils n'ont pas le talent de l'intuition politique. Et donc, ils ont déjà de la difficulté à concurrencer. Mais les joueurs qui sont là peuvent rendre beaucoup plus difficile d'identifier ceux qui ont vraiment un talent, une compétence. Dans ce cas-là, tu te retrouves avec un effet d'éviction. Donc, pourquoi je disais... le politicien en haut, généralement, favorise la loyauté à la compétence. Oui, c'est pour ça que tantôt, quand je te disais, si on pouvait mesurer le truc de soif de pouvoir, c'est eux qui quitteraient après. Ouais. Plus grande probabilité de quitter après un seul mandat. C'est probablement qu'à cause de cette externalité négative dans le jeu. Puis cet article-là, moi, je l'ai toujours bien aimé parce qu'il reflète vraiment la vieille phrase qui remonte à Albert J. Nock, que j'aime beaucoup comme penseur. Politics brings out the worst people and it brings out the worst. Mais ce que j'aime. Vas-y, mais ce que tu disais, là, Yann, là, ça a été illustré, je trouve, dans un film que j'ai vu. C'est pas un film récent, mais je l'ai vu récemment. C'est le film The Two Popes avec Anthony Hopkins qui raconte la rencontre entre Benoît XVI et le futur pape François. Puis bon, c'est romancé, mais vous allez comprendre l'idée. Le futur François, il se rend voir le pape à sa résidence d'été et il a comme objectif de lui donner sa démission comme cardinal. Il dit, moi, j'ai assez donné dans ce monde-là, je vais juste être le curé dans ma paroisse, puis je veux rien savoir de vos shit. Et Benoît XVI, lui, le fait venir pour lui annoncer qu'il s'en va comme pape, qu'il démissionne. Et dans le but de le convaincre, de lui dire, c'est toi que je veux pour prendre ma place. Puis, bon, vous comprenez, c'est romancé, mais pourquoi je dis ça, c'est qu'à un moment donné, François dit à Benoît XVI, il dit, je veux rien savoir. Puis Benoît XVI lui répond, c'est précisément pour ça qu'il faut que ce soit toi. Exact. Exactement. C'était dans un autre contexte, mais c'est la même chose. Non, je pense que tu illustres que ce que je voulais dire, c'était ça. Moi, je pense, ce que j'aime pas d'un papier comme ça, c'est ça l'amène vers un excès de cynisme. C'est comme s'il n'y avait pas possibilité d'avoir quelqu'un. Moi, je pense que il y a des gens qui sont forts, qui sont capables de bien s'entourer, qui sont capables de faire une bonne performance. C'est la raison pourquoi il y a certains politiciens qui ont été meilleurs que d'autres quand même.
Ils ont, par contre, la journée que tu décides de jouer au jeu politique puis tu décides de vouloir te maintenir en place. Tu sais, je veux dire, on sentait, par exemple, Donald Trump, dans son premier mandat, qu'il s'en foutait un peu plus que dans le deuxième. Dans le deuxième, on aurait pensé qu'il devrait s'en foutre, qu'il devrait, tu sais, pas essayer de s'entêter, qu'il devrait être plus flexible. Puis finalement, tu dis non, il est dans un drôle de mood. Il n'est pas comme on pensait qu'il serait. Mais le point, c'est que je pense que ça existe des politiciens réellement qui vont faire une bonne job, ou du moins qui vont être meilleurs que d'autres. Mais la minute que tout se brise, parce que je pense que la plupart des gens rentrent en politique avec des vraiment bonnes intentions, pour la plupart des gens. Mais la journée que ça brise, c'est la journée que tu joues le jeu pour le jeu. Que tu joues le jeu pour gagner le jeu. Ouais. Et tu te rappelles plus qu'est-ce que tu faisais là au début. Tu étais là pour les citoyens. Il y a tel type de politique qui te tenait vraiment à cœur que tu voulais faire. Je pense que Marc Bellemare est un bel exemple. C'est un gars qui est rentré là avec un objectif très précis. Puis quand il a vu que ça ne marchait pas, il a préféré sacrer son camp. Ouais, Jacques Parizeau. Ouais, Mais ce gars-là, là, ça aurait pu marcher ses affaires s'il y avait eu quelqu'un un peu plus confiant en lui. Je veux dire, je pense que Jean Charest a manqué de confiance en lui pour donner de la liberté à Marc Bellemare de faire ses affaires. bon, écoute, laissons Jean Charest de côté. Là, parce Non, que mais je tu pense comprends pas. le point. Là. C'est... Je veux dire, Bellemare représente bien un On parlera politicien pas de qui est... Bill Toulouse aujourd'hui. Non. Ouais, c'est ça. Bill Toulouse. L'idée ici, c'est plus une question de distribution, ce que Yann a admis. Là. C'est vrai qu'il va y avoir des gens dans les queues de la distribution. Je sais qu'on a dit le mot Des queue outliers. depuis 2 ans. Des outliers, là, les gens qui vont trouver ça drôle parce qu'ils ont le même humour puéril que moi je peux avoir parce que j'ai mentalement 5 ans. Mais l'autre chose, moi je pense pas le même cynisme là-dessus que Yann pense que ça génère. Moi, en fait, ça me confirme que c'est pas une bonne affaire de penser aux joueurs. Il faut encore une fois, puis là, je sais que j'ai l'air d'un disque brisé, mais il faut que tu penses aux règles du jeu. Il faut que tu fasses en sorte qu'il n'y ait pas de le contraire de ça. Là. Non, c'est ça, mais je pensais pas à cynisme quand vous dites ça. C'est juste que c'est pas une bonne idée de penser à est-ce qu'on peut avoir un bon politicien compétent, pas compétent. Ça devrait pas être important s'il est compétent ou non, c'est ça. Non, mais c'est parce que ça, c'est la théorie. Puis je comprends ce bout-là. Mais tu sais, je veux dire, moi, ça m'apparaît évident que Stephen Harper, après 10 ans, était moins bon que Stephen Harper au début. Mais ça m'apparaît également évident que Stephen Harper, pendant tout son règne, a toujours été meilleur que Trudeau. Tu sais, c'est... Ouais. Mais écoute, mais ça explique, pour revenir quand même à ce que Vic Pat disait, Vic Pat voulait savoir pourquoi il y a des politiciens qui ont suivi des cours d'économie et ont peur de comprendre. C'est parce que je pense qu'ils n'ont jamais compris pour commencer. Parce que c'est pas... Ils ont passé le cours, puis... Mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient compris. Là, je veux dire, c'est comme quand je discute avec n'importe qui a des enfants. Ah, tu m'as entendu, mais est-ce que tu as compris? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je comprends, mais je trouve ça trop intense comme truc, moi, envers les politicos. Puis je suis pas quelqu'un qui est naturellement gentil envers eux. T'es trop gentil, peu importe ce que. Ah non, écoute, je sais que le monde politique est rempli de parvenus et de gens qui ne visent qu'à la chaise en haut ou à avoir un certain pouvoir un peu louche. Tu sais, ça, j'y adhère. Quand tu dis que la politique change les comportements des gens, j'y adhère. Quand tu dis que ça amène les pires personnes en politique, j'y adhère. C'est tout vrai, ça. Mais à un moment donné, c'est comme trop sans espoir de dire que c'est tout le temps ça. C'est comme, oui, c'est vrai qu'en général, il y a plus de mauvaises personnes. Oui, c'est vrai que ça amène des mauvais comportements, même chez des bonnes personnes. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas juste ça. Là. C'est pas juste noir. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui réussissent à se lever au-dessus de la mêlée. Il y en a qui réussissent à faire de la place à des gens compétents en dessous d'eux. En général, si quelqu'un a un sentiment d'infériorité, il ne sera jamais capable de faire de la place à des gens compétents en dessous de lui parce qu'il va valoriser énormément la loyauté par-dessus la compétence. Ça, j'y adhère à cette théorie-là. Mais si la personne est forte d'avance, ça va être moins vrai dans son cas. Ben, c'est pour ça les règles du jeu. C'est pour ça que ce que je dis, c'est que si vous voulez changer de quoi, trouvez des gens qui vont changer les règles du jeu pour ajouter des contraintes puis faire en sorte qu'il y ait des récompenses sur les choses que Yann a l'air de dire qui comptent. C'est ça qui est vraiment important pour moi. C'est pour ça que quand tu me dis « Ah, es-tu bon ce politicien-là », les gens qui me posent cette question-là, je trouve toujours que ça... Il y en a que j'aime moins que d'autres. Il y en a que je déteste moins que les autres. Mais je le pense pas comme ça. Je le pense dans le sens que même celui qui serait mon meilleur ami sur Terre, que je pense que c'est la meilleure personne sur Terre, je sais qu'il est capable de faire des mauvaises choses avec du pouvoir. Fait que comment est-ce que je fais pour le contraindre à être la bonne personne que je sais qu'il est capable d'être? Oui, mais c'est deux discussions différentes. C'est ça le point. Oui, mais il y en a une des discussions que je pense qui est plus importante que l'autre.
C'est ça le point que j'essaie de faire. Puis que, Ben, il y en a une qui est sur le jeu de long terme, il y en a une qui est sur le jeu de court terme. Tu sais, je veux dire, dans le contexte, tu sais, je veux dire, je donne un exemple. Mettons que si on est dans une élection, puis on utilise ton cynisme habituel qui incite les gens à ne pas voter puis à dire que leur vote vaut rien, ben, en fait, dans moi, ça me Terrebonne, fait chier parce que à dans le court. Terrebonne, il valait 0,276% de chance de changer l'élection. Tu comprends mon point. L'affaire, c'est que c'est pas vrai que ça vaut rien. C'est trop intense comme affirmation. C'est que moi, là, je ne considère pas que je suis dans une meilleure position aujourd'hui qu'un gouvernement libéral à la tête du Canada versus conservateur. Je m'excuse, là, j'adhère pas à ça. Puis quand la journée que tu regardes juste le vote individuel, tu as raison que ce vote-là vaut pas grand-chose. Par contre, on est dans une ère où est-ce que les gens se fient sur leur cercle d'influence. Leur cercle d'influence qui est les amis, l'entourage, la parenté, ou tu as également le monde du podcasting comme dans lequel on vit, puis les nouveaux médias qui est en train de se fractionner beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de cercles d'influence maintenant. Ben moi, qui est à la tête d'un média indépendant qui a un certain cercle d'influence, je trouve ça irresponsable de dire c'est de la merde d'aller pas voter. Je te dirais que je le vois pas comme ça parce que moi, quand je dis allez pas voter, c'est allez pas voter si vous pensez que vous allez changer le résultat de l'élection. Si ton vote compte pas, ça veut dire qu'il compte pas pour changer le outcome, mais tu peux consommer tes principes. Fait que, tu sais, je dis votez pas, mais j'ai toujours voté, sauf les élections depuis maintenant que je suis aux États-Unis parce que Ben, évidemment. la paperasse est ben trop compliquée pour voter au fédéral. Ma femme, ma femme l'a fait, puis elle a passé, a dépensé trop d'heures là-dessus avec rétrospective, là, comme elle a dit, pour justement pour exercer ce droit-là. Mais si tu le fais sur une autre prémisse, la prémisse que tu es en train d'exprimer quelque chose, que tu le fais sur un principe, alors là, c'est la bonne raison de voter. C'est-à-dire que là, tu n'es pas en train de faire quelque chose d'autre. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu de problème à voter pour des partis qui comptent pas. Si c'était mes principes. Fait que si j'ai voté conservateur, parce que j'ai voté conservateur, par exemple, dans des comtés qui n'avaient aucune chance de changer quoi que ce soit, parce que je vivais à Montréal, fait qu'il n'y a rien qui change. Il faut quand même se rappeler qu'à Montréal, il y a toujours un Non, seul non. ou deux C'est un comtés. vote perdu, là, un vote conservateur à Montréal. Ben, C'est de même, moins en moins vrai pour le centre de l'île, là, mais mais il y a comme deux comtés qui changent à Montréal, c'est de ça. temps en temps. Puis il y a eu une fois en 2018 avec le Québec solidaire qui a passé un paquet de votes d'une shot, là. Mais c'est rare que les comtés changent à Montréal. Fait que je savais que j'allais rien changer. Mais quand j'ai voté conservateur, j'ai voté sur la base de mes principes à moi. J'ai voté libertarien une fois au fédéral parce que j'avais le choix. J'ai voté bloc une autre fois parce que je suis souverainiste. Je suis un hostie de péquiste. J'aime le fait que le hostie vient avec. Mais l'idée, c'est voter sur vos principes. C'est indissociable. C'est un package deal. Mais l'idée de voter sur vos principes, c'est complètement différent que de voter selon l'utilité. Fait que le point que moi je fais, c'est croyez à vos principes, développez des principes. C'est pour ça que je continue de parler, puis que mon point toujours, c'est que par la conversation, j'ai plus d'effets positifs que j'en ai par le militantisme politique. J'ai plus convaincu de gens de l'importance des règles du jeu que si j'étais allé en politique puis que j'étais devenu député. Fait que je pense qu'on vise la même chose, toi puis moi, là, mais on a chacun des outils différents. Puis c'est parce que notre pondération de qu'est-ce qui est efficace, les deux, on pense quelque chose de différent sur qu'est-ce qui est efficace puis qu'est-ce qui l'est Ouais, pas. néglige pas le fait que tu as une tribune non plus. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il vient une responsabilité avec ce genre de tribune-là. Puis ce que je veux dire, c'est que quand tu arrives puis tu es dans un mode où est-ce que ton discours désincite au vote et que tu as un auditoire de milliers de personnes, tu sais, j'ai vraiment de la misère avec ça. Pour vrai, là, puis je te le dis en toute franchise. Puis, tu sais, moi, je veux dire, c'est quelque chose que, tu sais, je regarde le plus gros post qu'on a fait dans la campagne électorale sur Facebook, sur Facebook, il y a eu 250 000 views. C'est un texte. C'est carrément un appel au vote pour les jeunes. Fait que là, tu es là, tu te dis, crime, si j'arrive, je dis, hey, allez pas voter, c'est de la merde. Puis j'ai 250 000 personnes qui voient ça, versus, hey, les jeunes, allez voter, c'est le temps. Je veux dire, prenez votre vie en main, vous pouvez avoir un impact. Parce qu'il y a d'autres générations qui, eux autres, ils vont voter, puis vous autres, vous n'y allez pas assez. C'est vu par 250 000. Tu sais, je veux dire, je peux pas penser que j'ai pas d'impact quand on a ce genre de reach-là. Puis tu peux pas penser, toi non plus, que tu n'as pas d'impact, étant donné que tu participes à des podcasts, tu participes à des émissions télé, puis tout ça. Tu en as un certain impact. Tu as des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas... Je comprends tout
tout ce que tu dis par rapport à un vote individuel, c'est l'affaire, c'est que quand tu es un acteur du jeu, quand tu es dans les médias, tu es un acteur du jeu. Je crois pas que tu es un acteur neutre, indépendant, objectif, puis moi, je dis juste ce qui est la vérité Ben, factuelle. Là. écoute, Ça n'existe pas, ça, ce monde-là. Là. je suis pas neutre, mais je suis objectif. Ah, OK. Mais tu sais, je pense qu'il y a une responsabilité qui vient avec ces porte-voix-là aussi. Tu sais, tu peux pas arriver puis être contre le jeu démocratique ou dire ça sert à rien de voter. Tu peux pas avoir un discours qui ressemble à ça. Puis malgré que tu t'expliques vraiment bien ton point, puis je comprends exactement ce que tu dis avec toutes les nuances que tu mets, ben si à la fin de la journée, ce que les gens ont retenu, c'est que ça sert à rien de voter, je pense qu'on passe à côté du point. Oui, mais tu remarqueras que je pense que tu as interprété que j'ai dit. C'est vrai qu'une fois, je me souviens avoir fait la joke que n'allez pas voter, ça ne vaut pas la peine. Puis c'était pour faire référence au fait que c'était l'élection provinciale puis qu'il n'y avait pas vraiment de choix très intéressant qui allait pouvoir passer. Mais mettons ça de côté si tu interprètes un petit peu trop qu'est-ce que je dis, parce que je pense que tu lis vraiment que je dis de ne pas aller voter. J'ai plusieurs fois fait la nuance, aller voter seulement si c'est pour vos principes. Maintenant, tes principes, tu peux les définir largement. Mais, c'est ça. Ben, t'as pas le choix. mais la chose que je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'aimerais ça passer à une autre question. Oui, parce que là, c'est comme le record de. Là, ça va peut-être être 3 épisodes, finalement. Ouais, c'est ça. Là, il y a 42 questions, il y en a 3 après 50 mais je ne minutes. pense pas que j'ai la responsabilité que tu décris. Je te refuse cette prémisse-là. Je n'ai pas cette responsabilité-là. Ben moi, je pense que je l'ai. Honnêtement, en étant à la tête d'un média, je pense qu'on l'a, veut pas. J'ai la responsabilité de m'exprimer clairement. Je n'ai pas la responsabilité de comment les gens interprètent mes propos. Si j'ai pas eu l'interprétation que je voulais, c'est parce que je me suis mal exprimé. C'est à moi de clarifier mes propos. C'est la seule responsabilité. Je comprends ton point. J'ai pas un bigger responsibility d'être autre que d'être clair, précis et net. Ben moi, peut-être plus que je projette notre situation à moi puis Frank, mais je ne nous vois pas dans une élection inciter les gens à pas aller voter. Non, mais je ne ferais pas ça. Je leur dirais aller voter pour les bonnes raisons. Mais tu comprends ce que je veux dire. C'est la journée que les gens se pluguent chaque jour sur ton podcast, parler de politique, et ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, je peux pas faire ça. Là. Je peux pas faire des affaires de même. Je peux pas nuire aux grands principes démocratiques éventuellement. Je trouverais ça stupide. Je comprends. On est arrivé à une jonction de joyeux désaccords. C'est vrai, je veux dire, on a des prémices que là, c'est des leap of faith, puis on ne peut pas vraiment se convaincre. Au-delà de ça. Mais je vais prendre la prochaine question. Oui, par pitié. Merci. Frank, il est gentil. Hey, Vic Pat, pas la première fois qu'il fout la merde avec sa question. Hein. Vic Pat, il a effectivement un talent pour poser des questions qui nous amènent dans des pièges à Olivier Niquette. Excuse-moi, des pièges à con. T'as pris le premier mot que t'es passé par la tête? Ben oui, écoute. Ben, de synonyme. Là. Tom Gaumont demande une question sur l'épisode de la théorie autrichienne des cercles d'affaires. Puis je vais prendre juste la première partie parce que la deuxième, j'ai pas vraiment d'opinion dessus. Puis en fait, je demanderais peut-être à Tom s'il pouvait le clarifier, soit dans un message, comme ça, dans l'avenir, on peut essayer de répondre, mais la deuxième, je la comprends pas beaucoup. Mais la première, il demande est-ce que dans la théorie autrichienne des cycles économiques, l'amélioration technologique peut venir distorsionner le cycle économique? La théorie autrichienne se concentre sur ce qu'on appelle la dichotomie classique. La dichotomie classique, c'est l'idée qu'il y a 2 économies. Tu as le réel, où est-ce que c'est tous les prix relativement entre eux. Donc, c'est comme si tu dis, ben, si je prends mon café, combien de téléphones je n'ai pas? C'est juste des prix relatifs, donc c'est des quantités. Les prix sont comme tous des termes de troc. OK? Mais comme le troc est particulièrement coûteux, on a inventé quelque chose qui s'appelle la monnaie, qui fait en sorte que tout est exprimé en dollars, puis que si ma tasse de café me coûte 5 puis que mon téléphone coûte 100, ben j'ai 20 tasses de café par téléphone. C'est les dollars qui font la traduction. Donc, il y a un voile entre les 2 mondes qui est la monnaie qui convertit d'un monde à l'autre. Et la dichotomie classique dit
la quantité d'argent, le nominal, n'affecte pas le réel. Le réel, c'est ce qui existe indépendamment de l'argent et ne se soucie pas du tout de l'argent. Le nominal affecte le nominal, le réel affecte le réel. Dans le long terme, ça veut dire que si tu doubles la quantité d'argent, ça ne va rien changer. C'est ça, c'est de là que vient l'idée que tu ne peux pas rien changer en imprimant de l'argent. OK? Euh, une technologie, ce que ça fait fondamentalement, ça change le côté du réel de l'économie. Et ça peut causer des récessions dans le court terme, mais ce n'est pas des vraies récessions. C'est ce qu'on appelle des. C'est là que la définition qu'on a de récession, celle qu'à toutes les hosties d'élection, tu as un journaliste qui va dire mais là, est-ce que vous savez c'est quoi la définition d'une récession? Puis Pauline Marois s'était fait avoir avec ça, puis elle n'avait pas la bonne réponse. Je pense que c'était François Legault. Quelqu'un s'était fait avoir, il n'avait pas eu la bonne définition. Puis chaque fois, ils se font écœurer avec ça. Après moi, c'est les deux. Bien, probablement les deux aussi, mais tu sais, ça peut être aussi. Mais quand ces gens-là disent ça, l'intuition que j'ai, c'est cette règle-là, elle est conne. Puis toutes les Les économistes. 2 trimestres négatifs. Là. 2 trimestres négatifs consécutifs, c'est la définition. Ça, c'est la définition technique de la récession. Oui, mais tous les économistes, l'idée qu'on a, c'est pas une bonne définition, mais c'est la meilleure qu'on a. Puis la raison, c'est que ça arrive des fois que tu as des récessions qui ont l'air d'apparaître parce qu'il y a un boom dans un secteur. Fait que là, imagine qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît pour Tom. Super technologie. Disons qu'on est capable d'extraire un baril de pétrole pour 25 cents. OK? Le secteur pétrolier devrait exploser en termes d'activité, mais le secteur pétrolier est dans une place au Canada, il est en Alberta. Bien, il faut que les travailleurs se déplacent de d'autres industries. Il faut que tu prennes le temps de mettre les puits en opération. Il faut que tu établisses les réseaux de distribution. Bien, pendant 4-5 mois, tu peux avoir une contraction du PIB mesuré, mais ce n'est pas une récession parce que tout le monde s'attend à une augmentation dans 6 mois. Une augmentation encore plus importante que la contraction temporaire qui existe. Oui, parce qu'il y a eu des récessions. Je pense qu'à un moment donné, c'est arrivé sous Biden. Il y avait 2 trimestres négatifs avec Biden. Les gens parlaient de récession, mais on avait un taux de chômage genre à 4 %. Exactement. Fait que ce n'est pas des vraies récessions. C'est juste que là, ça fit la définition technique, mais ça ne fit pas ce que les économistes diraient ça qualifie pour une récession. Le problème qu'on a avec les récessions, c'est qu'on a une définition théorique très claire, mais comment trouver la mesure idéale de cette définition théorique, c'est pas aussi clair. Et donc, souvent, tu vas avoir des dissonances. Le meilleur exemple qui a été donné de ça, c'est Stephen Harper. On a tout oublié la récession de 2015. L'élection de 2015, Stephen Harper l'a commencé sous fond de récession. Tout le monde disait qu'il allait y avoir une récession au Canada. Il y avait une récession au Canada. Une année négative, c'est le marché financier 2015. Mais quand tu regardes en détail, il n'y a pas eu de récession au Canada. En fait, il n'y a plus personne qui en parle. Il n'y a personne qui parle de la récession de 2015. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas existé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des secteurs qui se sont réarrangés entre eux. Et comme il existe des frictions dans le réel à court terme, ça apparaît comme une récession, mais ça n'en est pas une. Parce qu'à la fin de l'année, il y avait plus de PIB que si tu avais eu la même croissance trimestre de trimestre que tu avais eu avant, tu aurais été plus pauvre à la fin de l'année que la croissance cumulée sur l'année. Ce qui arrive, c'est que aussi, c'est qu'on. Je pense que c'est l'aspect médiatique de la chose qui vient mettre énormément de pression là-dessus, puis la politisation de tout ce qui est économique aussi, parce que, en bout de ligne, là, qu'on détermine si telle année on était en récession ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu as le même taux de chômage, tu as la même activité économique, tu as la même productivité. Ouais, je veux dire, qu'on ait été dans une récession, la seule affaire, c'est que si les médias se mettent à spinner récession, 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 le seul impact réel que je vois, c'est que la baisse de confiance des gens, des consommateurs, des entreprises peut subvenir, puis peut-être amplifier légèrement à court terme le processus. Mais tu sais, si c'était pour disparaître, de toute façon, ça allait disparaître de soi-même. Mais éventuellement, les gens vont se rendre compte que finalement, c'est pas si pire que ça, vont reprendre confiance, puis ça va redécoller. Tu sais. Moi, je pense que l'importance aux journalistes. Non, il y a un impact. Je veux dire, tous nos marchés financiers, tous nos marchés des emprunts, les marchés des capitaux sont basés sur la confiance. Je veux pas, ça, c'est indéniable. Donc, la journée que tout le monde est là, on est officiellement en récession, je pense pas que ça l'aide à la confiance. Ça, c'est assez évident. Mais outre ça, je veux dire qu'on soit... moi, je pense que l'épisode Biden était vraiment frappant, là. Parce qu'on était dans un contexte où est-ce que tous les indicateurs allaient quand même bien, sauf celui du PIB pour des raisons un peu weird. Puis, il y avait tellement de l'argent en circulation, ça avait imprimé de l'argent tout croche. Il y a des distorsions de marché à des places.
tu as eu 2 trimestres consécutifs, puis tout le monde se tenait. Avez-vous vu la récession Biden? Puis là, tu regardais les bourses, ça allait bien, tu regardais l'activité économique, ça allait quand même. Tu te dis, ouais, on est-tu vraiment en récession? Ça bouge, l'emploi va super bien. Là, il y avait comme des affaires bizarres, puis tu sentais pas réellement que c'était une récession. Puis c'est là qu'on s'ostinait ces définitions. Mais à un moment donné, il n'y a personne qui prend le pas de recul et dit, ouais, mais qu'est-ce que ça change, esti? Le monde a des jobs, le monde travaille, les salaires augmentent quand même. Tu sais, je veux dire, peux-tu arrêter de virer fou pour des technicalités parce que ça ressemblait à des technicalités? Mais les récessions, c'est pas toujours des technicalités. Des fois, c'est profond. Des fois, tu te ramasses avec des taux de chômage qui sont vraiment élevés. Puis que là, le monde perd le job. Je veux dire, tu peux pas commencer à dire que c'est grave une récession, c'est pas grave. C'est crissement grave. Le gars a perdu sa job. Tu sais. Ben écoute, Ouais. j'en ai juste une autre petite. Tu vas passer rapide parce que Ouais. après ça, on écoute. va aller au prochain épisode finalement. Oui, pour les gens. Là, la question, OK. parce que la question de Charles est vraiment très efficace. Charles Blanchard demande j'ai regardé L'Illusion tranquille de José Marcotte, c'est Joanne Marcotte, là, Ouais. un film de 2006. À l'époque, la situation pour le Québec était désastreuse. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2025? Toi, Avons-nous tu les le mêmes. réfères à un livre qui a été fait avant l'illusion tranquille. Oui, C'est pas fin, ça. c'est parce que. Non, mais il y a une raison pourquoi je Je fais sais ça. pourquoi tu fais ça. Parce que Jean-Luc Miguet il a écrit. Fait qu'on a fait un super épisode sur Jean-Luc Miguet, qui avait écrit l'équivalent de l'Illusion tranquille en 1998. Il y a eu l'Illusion tranquille en 2006. Il y a eu du grand rattrapage au déclin tranquille en 2013. Il y a eu nous depuis. Chris, ça fait 4 ans, c'est qu'on se parle? Ouais. Le thème n'a pas changé. Charles, je suis désolé de te dire que le thème n'a pas changé. C'est la même marde. Par contre, ce que Yann dit tout le temps, puis qui est absolument vrai, ce qui est surprenant, c'est que, étant donné le fait qu'il n'y a rien qui a changé, we haven't gone to hell yet. Fait que Non, une crise de mur, il n'y arrive pas. c'est quand même assez impressionnant que le Québec performe encore aussi bien, ce qui est un témoignage aux capacités des Québécois. Puis la capacité créative en dépit de l'étatisme croulant sur le Québec. Aussi, je remarque dans le titre, avant qu'on passe au prochain, Guillaume Clich-Foulard qui est dans la petite notation en dessous de l'épisode sur YouTube. Je vois les jokes de Frank qui sert sinueusement. Ben, quand même. Guillaume Clich-Rivard, qui est le meilleur des députés de Québec solidaire, un des rares personnes de gauche qui est parlable au Québec puis qui n'est pas complètement cinglé. Il n'est pas cinglé du tout, en fait. C'est une des rares personnes avec qui je suis capable d'avoir une conversation. C'est un outlier? C'est un des outliers, oui, clairement. Ah, regardons, toi. C'est un des gens politiques avec qui j'ai un plaisir avec qui parler. Lui, Yuri Chassin, puis dans les députés, j'en ai pas d'autres. Hey, c'est 2 sur 125, man. C'est bien plus que ce que les gens s'attendent de moi. Ouais, c'est ça. C'est quand même un pourcentage. C'est quand même plus que 1% de la population. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, si les gens voulaient avoir tous les podcasts à l'avance, qu'il y ait une partie bonus ou pas, mais c'est ça le privilège des Patreons, de les avoir avant qu'ils soient publics, ben abonnez-vous au Patreon. Puis pour la suite du Q&A, ben, ça se passe la semaine prochaine.